Bonjour, bonsoir Kevin. Alors la dernière fois, nous avions parlé des différents dialectes parlés en France et nous avions principalement étudié l'occitan qui se parle dans la région toulousaine. Alors il y a une petite vidéo d'un monsieur qui explique l'occitan. C'est un dialecte qui est souvent parlé à Toulouse et honnêtement, je ne le comprends pas du tout. Parce que je ne suis pas de la région toulousaine, je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi dans la région lilloise, dans le nord de la France. Donc, il y a également un dialecte parlé là-bas, c'est le ch'timi. Je comprends certaines choses, mais pas tout, parce que ma famille est principalement italienne. Je suis née en France, ma mère est française, mon père est sicilien. Mon grand-père maternel est, était, était italien de la région de Bergamo, l'Italie du Nord, et ma grand-mère maternelle était polonaise. Ok. Donc, on, nous ne sommes pas, nous n'avons pas été éduqués avec le dialecte, le ch'ti, qui est un peu vulgaire pour moi. Alors ensuite, nous avions parlé de le français, le québécois, qui n'est pas un dialecte, qui est la langue parlée dans la province de Québec. Et c'est un vieux français qui s'est adapté avec l'anglais principalement américain et britannique. La radio canadienne Céline Dion, ok, donc pour nous les Français européens, le québécois ce n'est pas un français qui est correct, c'est un français euh, un peu vieux, on va dire. Les expressions sont, on va dire, 80-90% identiques, mais il y a certaines expressions régionales ou provençales qui ne sont pas utilisées en France. D'accord. Alors, nous avions également fait la page 204, la grammaire du livre La grammaire progressive du français, la page 204, qui est en fait la page 206, c'est le passif. Alors, quand on a une phrase toute simple comme celle-là, le directeur a convoqué les employés, donc c'est le passé, passé composé. Le présent, ça serait le directeur convoque les employés. Et si nous voulons la forme passive, on va inverser le complément avec le sujet. Donc les employés ont été convoqués par le directeur. Alors ici, on a le passé composé avec avoir et le passé composé du verbe être ont été. Okay, plus un participe passé et par. Donc, le passé composé. Ça, c'est pour le passé composé uniquement. Okay. Si on veut utiliser la forme passive, par exemple, de cette phrase au présent, le directeur convoque les employés. La forme passive serait les employés. Alors, le directeur convoque les employés ont été convoqués ou sont convoqués par le directeur. D'accord. Donc, on a le verbe être au présent, sont convoqués par le directeur. D'accord. Alors, ont été, c'est une forme passive. L'utilisation, eh bien, l'utilisation première, on met l'accent, we highlight, on met l'accent sur l'objet du verbe. D'accord. Donc, John Baird a inventé la télévision. La télévision a été inventée par John Baird. Si on veut le présent, John Baird invente la télévision. La télévision donc, inventée, okay, est inventée par John Baird. Mais comme c'est le passé, ça a déjà été fait, on utilise le passé composé. On met l'accent sur l'événement. Le président Kennedy a été assassiné. Donc, nous ne sommes pas obligés d'utiliser par quelqu'un. Okay. On peut dire le président de la République a été élu.
par les Français, on peut dire ça. On utilise le passif surtout pour les inventions, okay, les lois et les événements subis. Un vaccin a été découvert, une loi a été votée, un homme a été agressé, j'ai été opéré, trahi, décoré. Opéré, c'est to have a surgery. Trahi, betrayed. Décoré, to be decorated or to be awarded something. Dans tous les cas, dans tous les autres cas, on utilise de préférence la forme impersonnelle avec on. C'est un langage parlé, hein, donc on peut, par exemple, ici on peut dire on m'a envoyé en mission ou j'ai été envoyé en mission. Les deux sont bons. La formation être, okay, qui peut être passé, au présent, au futur, plus le participe passé, par et le sujet de l'action. Alors ici on a le passé, le présent, le passé et le futur. Les enfants sont vaccinés à l'école par un médecin scolaire. Les enfants ont été vaccinés à l'école par un médecin scolaire. Et les enfants seront vaccinés à l'école par un médecin scolaire. Attention au participe passé qui s'accorde toujours avec le sujet. Les enfants, c'est le pluriel masculin pluriel, donc ES, ES, ES. Les salles, une salle féminin pluriel, ont été repeintes ES. Les moquettes féminin pluriel, pardon, je vais arrêter un petit peu ce téléphone. Les moquettes ont été changées, okay, donc EES parce que c'est le féminin pluriel. On évite la forme passive quand le sujet de l'action est un pronom. Donc si on a un pronom, on ne va pas avoir un passif. Okay. J'ai fait ce dessin a été fait par moi, non, on ne le dira pas. 2 remplace par avec les verbes aimer, connaître, respecter. Cette personne est aimée de tous, connue de tous, respectée de tous. D'accord ? Alors, quelques petits exercices. Qui a inventé le téléphone ? Le téléphone, je vais baisser le son parce que là, je n'arrête pas de recevoir des notifications. Voilà, c'est fait. Le téléphone a été inventé par Graham Bell. Qui a réalisé le film Titanic ? Le film Titanic a été réalisé par James Cameron. Qui a écrit Le Petit Prince ? Le Petit Prince a été écrit par Saint-Exupéry. Qui a découvert la pénicilline ? Attention, pénicilline. La pénicilline a été découverte par Fleming. Qui a inventé l'imprimerie ? Printing. L'imprimerie a été inventée par Gutenberg. Ensuite, la réunion a été annulée, la date a été reportée et nos clients ont été avertis, yes, un client, pluriel, ici nos clients, un courrier a été envoyé et des maisons ont été inondées, flooded, des arbres ont été arrachés et s, l'électricité féminin a été coupée et des familles ont été évacuées et ES. Mettez à la forme passive démolition du mur de Berlin. Le mur de Berlin a été démoli en 1989. Les chiffres arabes ont été introduits en Occident en 1202. L'université de la Sorbonne a été fondée en 1253 ou 1253. La Bastille a été démolie en 1789. La peine de mort en France a été abolie en 1981. Et l'ONU, UN, a été créée, attention, créée, ça va être EE en 1945. Okay. Le président français a reçu le Premier ministre anglais. Donc le Premier ministre anglais a été reçu par le président français. Ils ont abordé le problème de la pêche. Le
le problème de la pêche a été abordé. Donc c'est le problème, un problème. Ils ont pris des mesures communes ont été prises, ES. Les syndicats de pêcheurs ont refusé les propositions du gouvernement. Les propositions du gouvernement ont été refusées, propositions féminines, et ES par les syndicats de pêcheurs. Alors ça c'est fait. Ensuite, la France contemporaine. On avait fait la Corse, l'Occident, la Corse. Ensuite, le basque. Il y a aussi 4 langues non romanes qui se parlent en France, et celles-ci se trouvent dans des régions excentriques, c'est-à-dire loin du centre, à la périphérie du pays. Dans la partie occidentale des Pyrénées, en France comme en Espagne, on parle basque. Le basque est une langue d'origine inconnue qui n'est apparentée à aucune autre langue en Europe. Le Pays basque en France se trouve dans la province du Béarn, dont la plus grande ville est Bayonne. Les Basques appellent leur pays Euskadi et certains Basques réclament une indépendance pour ce pays qui chevauche la frontière espagnole. Le breton, numéro 5. Dans la grande province de la Bretagne et surtout dans l'extrême ouest de la presqu'île, autour de la ville de Brest, on parle breton. Pour 250 000 Français habitant dans cette région, le breton est la langue de tous les jours. Le breton est une langue celtique, une langue apparentée à celle qu'on parle en Écosse, au pays de Galles, en Grande-Bretagne et aussi en Irlande. Les Bretons venus de Grande-Bretagne se sont installés en Gaule au 5e siècle et pendant longtemps, ils ont gardé leur civilisation celtique. La Bretagne est restée isolée de la France pendant tout le Moyen Âge et même aujourd'hui, il y a des Bretons qui affichent leurs différences et expriment un sentiment autonomiste vis-à-vis de Paris. C'est vrai. Il y a beaucoup de Bretons qui sont très fiers de leur culture et qui aiment se différencier de Paris. Il y a beaucoup de Parisiens qui vivent en Bretagne et qui passent leur week-end en Bretagne. Ensuite, le flamand, donc ça c'est le nord de la France. Dans l'extrême nord de la France, autour de la ville de Dunkerque, ça c'est la côte, et près de la frontière belge, se trouve le Westhoek. La Flandre maritime, là on parle flamand, un dialecte du néerlandais qui est une langue germanique apparentée à l'allemand et à l'anglais. Le flamand et le français sont les deux langues officielles de la Belgique. Il y a le côté ouest, c'est le côté flamand, et le côté est, c'est le côté francophone de la Belgique. L'alsacien. L'Alsace est la province qui se trouve entre le Rhin et les Vosges. Elle a été annexée par les Allemands en 1870, rendue à la France en 1918 ou 1918, après la Première Guerre mondiale et annexée de nouveau pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'alsacien est un dialecte de l'allemand et à Strasbourg, on le parle aussi souvent que le français. Plus de la moitié des Alsaciens regardent la télévision allemande. Malgré l'histoire de cette province, ou peut-être à cause de celle-ci, il n'y a aucun mouvement autonomiste comme ceux qui existent en Corse, en Bretagne ou dans le Pays basque. Pour les Alsaciens, c'est peut-être le souvenir de la brutalité des nazis pendant la guerre qui a renforcé leur sentiment d'être français. Les nazis leur avaient interdit de parler français. En tout cas, l'Alsace veut apparemment rester française et pourtant, les Alsaciens sont très fiers de leurs différences, de leur culture particulière. Ces dernières années ont vu un retour à une identité alsacienne dans les arts et dans la littérature, chansons, poèmes, pièces de théâtre. Ici, on a les graffitis en catalan à Perpignan. Et je vais lire la page ici. Une des raisons qui explique la survivance de ces langues régionales aujourd'hui, c'est que les provinces où elles se parlent encore sont devenues françaises assez tardivement.
De nos jours, il y a encore beaucoup de Français qui parlent ou qui comprennent ces langues, mais ces personnes sont toutes bilingues, c'est-à-dire qu'elles parlent aussi français. Le français est depuis longtemps la langue officielle du pays, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pour comprendre l'ascendant progressif du français en France, il faut remonter dans l'histoire. Alors un peu d'histoire, ça on l'avait lu la dernière fois. Quand les Romains sont arrivés en France au 1er siècle avant Jésus-Christ, ils ont trouvé ce pays, qu'ils appelaient la Gaule, habité par de grands guerriers et en temps de paix de grands cultivateurs. La Gaule a été vaincue par les Romains et annexée à l'Empire romain. Les Gaulois se sont assez rapidement assimilés à la civilisation romaine et ils ont adopté la langue de l'Empire, le latin. Les Français aujourd'hui considèrent les Gaulois comme leurs ancêtres, mais en ce qui concerne leur langue, ils sont bien plus redevables aux Romains, puisque le français est dérivé de la langue latine. Il subsiste pourtant en français moderne, quelques mots de cette langue celtique que parlaient les Gaulois, et la plupart de ceux-ci ont rapport à la vie rurale et agricole. Bruyère, chêne, mouton, bouc, charrue. Mais c'est la langue latine qui s'est imposée en Gaule. Alors ça, on l'avait fait aussi. Au 5e siècle, le nord de la Gaule a été envahi par les Francs, des tribus germaniques. Les Francs ont établi une monarchie dans ce pays qu'ils appelaient la France. Un peuple guerrier, les Francs, ont pu imposer leur pouvoir militaire, mais non pas leur pouvoir linguistique. Ils ont fini par adopter la langue latine telle qu'elle se parlait en Gaule à cette époque-là. Les Bretons, qui se sont installés en Gaule à la même époque, n'ont pas adopté le latin, mais ont gardé leur langue celtique. C'est pour ça que ce n'est pas basé sur le latin. Voilà ce qui explique pourquoi le français moderne est une langue romane et non pas germanique. Cependant, il y a des mots français qui sont d'origine franque, et ceux-ci ont surtout rapport avec la guerre. Maréchal, baron, garde, guerre, homme, et bien entendu France et français. La langue parlée dans le nord de la France pendant les 5e siècles de l'époque franque s'appelle le roman. C'est essentiellement le latin, mais il est légèrement influencé par la langue germanique des Francs. Les langues ne sont jamais statiques, elles continuent toujours à évoluer. Au début de l'époque féodale, le roman s'est morcelé en dialectes selon les provinces. On parlait francien en Île-de-France, normand en Normandie, champenois en Champagne, etc. L'ensemble de ces dialectes qui se parlaient dans le nord s'appelle la langue d'Oil. Oil signifie oui. Dans le sud de la France, où la langue n'avait pas subi les mêmes influences, l'ensemble des dialectes, le gascon, le languedocien, le provençal, etc., s'appelle la langue d'oc. Oc signifie oui en occitan. Ces deux langues étaient très différentes. La langue d'oc, langue des troubadours, avait plus de prestige itinéraire que la langue d'Oil jusqu'au XIIIe siècle. Elle a perdu de l'importance quand le Languedoc a été rattaché au royaume de France. C'est le francilien, dialecte de l'Île-de-France, qui est devenu le français standard, langue nationale du pays, au cours des siècles, au fur et à mesure que la monarchie devenait plus prestigieuse et plus importante, la centralisation politique imposait le francien, devenu le français, comme langue du royaume. En 1539, le roi François Ier a décrété par l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, que la langue française serait désormais la langue officielle de la France, utilisée dans tous les documents du royaume. Alors ça, je finis avec cette page, je sais qu'il y a beaucoup de choses à lire. C'est au cours du XVIIe siècle, époque de la littérature française classique, que le français est devenu une langue uniforme et standard. L'Académie française, fondée en 1635, a été chargée par le roi d'écrire une grammaire et un dictionnaire pour codifier la langue. Malgré l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, la monarchie de l'Ancien Régime était assez tolérante envers la diversité linguistique. Ainsi, le français était la langue officielle du pays, mais les habitants du sud de la France continuaient à s'exprimer en occitan. Ils ont toujours été plus ou moins des rebelles.
J'ai perdu j'ai perdu la phrase. Voilà. Quand le dramaturge Jean Racine a fait un voyage dans le Languedoc au XVIIe siècle, il s'est étonné de ne pas pouvoir comprendre les habitants de cette province. Dans une lettre adressée à son ami Jean de La Fontaine à Paris, Racine écrit: Je vous jure que j'ai autant besoin d'interprètes qu'un moscovite en aurait besoin dans Paris. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent l'occitan. Voilà, c'est très rare. Il faut vraiment être d'origine toulousaine. Voilà. Au début de la Révolution en 1789, cette situation n'avait pas changé. 2 tiers des habitants de la France ne comprenaient pas le français. La Première République, par contre, était bien moins tolérante de cette diversité. Selon un député de la Convention, il fallait supprimer les langues régionales, jargons barbares et idiomes grossiers qui ne peuvent servir que les contre-révolutionnaires. Ce sont les Jacobins qui ont cherché à imposer une unification linguistique, en déclarant que tous ceux qui ne parlaient pas français étaient des ennemis de la République. Au cours du XIXe siècle, le lycée, création de Napoléon, est devenu l'instrument de l'unification linguistique. Peut-être plus que toute autre institution, le lycée, en dispensant une instruction uniquement en français, a créé une langue nationale en France. La progression du français dans toutes les régions a été renforcée au cours du XXe siècle par les médias. Ainsi, à la différence de Racine, le voyageur moderne pourra constater que le français est une langue universelle en France. Alors, grâce à Napoléon, avec la création des lycées, le français est unifié. En fait, on parle tous le français. Si on veut avoir accès à une éducation, il faut savoir parler le français et le comprendre. Il faut avouer aussi que l'État, avec ses tendances centralisatrices, n'a jamais regardé les langues régionales d'un œil favorable. Même au XXe siècle, sous la Troisième République, le patois était interdit dans les écoles. Patois signifiait les langues régionales. Quand l'Alsace était rendue à la France en 1918, le gouvernement a autorisé le bilinguisme dans cette province, mais pas ailleurs. Enfin, en 1951, sous la Quatrième République, la loi d'Exon a autorisé l'enseignement facultatif des langues régionales dans les écoles et dans les universités. Pourtant, la Constitution déclare que le français est la seule langue de la République. Et qu'est devenue la langue d'oc? Éclipsée par le français, elle n'a jamais cessé de se parler dans le midi de la France. Ouais, ils n'ont jamais arrêté. Une renaissance littéraire de l'occitan a commencé à la fin du XIXe siècle avec un mouvement qui s'appelait le Félibrige. Le chef de ce groupe d'écrivains était Frédéric Mistral, à qui l'on a décerné le prix Nobel de la littérature en 1905 pour ses écrits en occitan. Le Félibrige n'a jamais réalisé son but de regagner le prestige littéraire des troubadours. Voilà. Ah, voilà une petite photo de ce monsieur. Et là, c'est en occitan. Hein. Statue de Frédéric Mistral à Arles. Et pour finir, mais la production littéraire d'ouvrages occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale est impressionnante. Aujourd'hui, le centre de ce mouvement est un groupe de linguistes qui travaillent à l'Institut d'études occitanes à Toulouse. Bien sûr, tout est basé à Toulouse. Voilà, pour l'occitan, hein, bien sûr. Alors, les troubadours, hein, ce sont les gens qui écrivaient des poèmes, qui en fait performaient beaucoup de choses. Mais c'est vrai que en Bretagne, par exemple, dans les écoles, on a la possibilité d'étudier aussi le breton. Donc ce n'est pas complètement effacé. Voilà pour le résumé de la dernière fois. J'espère que tu passeras une très bonne soirée. On se voit vendredi à 4 heures. Et puis, si tu as des questions, si tu as des idées pour un sujet, fais-le-moi savoir. On va continuer la grammaire, on va continuer ça, et puis on va parler un petit peu. Voilà, donc la prochaine fois, on fera la renaissance des langues régionales. Ça revient, voilà, ça revient. On essaie de respecter les dialectes. Passe une très bonne soirée et à vendredi.